Deux notes. Deux notes et vous savez tout de suite de quoi je parle. Existe-t-il un thème plus iconique que celui de James Bond? Et celui qui me cite Harry Potter ou Star Wars, je le bute. Mais il n'y a pas qu'avec ces deux notes qu'elle est aussi reconnaissable et culte. Il y a également cette partie, ou encore cette partie. Mais qu'est-ce qui fait que la musique dans James Bond est si spéciale? En particulier celle de GoldenEye, à la fois adorée et décriée. N'y connaissant rien en musique, ne sachant même pas placer la note Do sur la portée, j'ai demandé de l'aide à un vidéaste qui parle de BO de films sur YouTube. Salut Cédric. Salut Anto, et merci pour l'invitation. Hein. Oh bah de rien. D'ailleurs, est-ce que tu peux prouver aux gens que t'es musicien? Mais avec grand plaisir. C'est bon, ça suffira, la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc passons directement au vif du sujet. Le thème de James Bond a donc été composé par Monty Norman et arrangé par John Barry. Et rien que là, on peut s'arrêter quelques secondes, parce que composé par, arrangé par, c'est un peu flou. Alors compositeur, ça va, on s'imagine assez facilement que c'est celui qui a la première idée. Et c'est vrai. Et que s'il a besoin d'aide, généralement c'est lui qui fait le gros du travail. Ouais, tandis que l'arrangeur, j'imagine que c'est celui qui va arranger entre guillemets. C'est-à-dire qu'il étoffe, qu'il ajoute ou modifie les instruments pour donner plus de corps, ou qu'il y met le petit plus pour donner à la composition sa forme finale, mais qu'il ne compose rien. Eh ben, c'est pas si simple. Parfois, oui, ça peut se limiter à ça, mais en dehors de broder ou continuer un thème déjà composé, il peut composer des mélodies secondaires, des lignes de basse, des contrepoints, enlever, déplacer des parties, etc., etc. Bref, en arrangeant une composition, il est possible de se retrouver avec une musique dont il ne reste que très peu du travail du compositeur qui parfois peut être extrêmement limité. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à qui doit-on réellement le thème de James Bond? Non, parce que Monty Norman et John Barry ont tous les deux revendiqué la paternité du thème. C'est même passé devant la justice pendant un sacré moment. Et celle-ci a finalement tranché pour la répartition officielle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire compositeur Monty Norman et arrangeur John Barry. Et ce n'est pas Internet qui va nous aider vu qu'on ne sait pas qui a fait officiellement quoi. Alors, je pense que le plus probable, c'est que Monty Norman a composé la partie guitare à partir d'une ancienne composition à lui non utilisée sur un film précédent, et à peu près tout le reste serait du John Barry. Et bah, il faut être honnête, hein, le thème 007 c'est complètement le style de John Barry. Après tout, il avait déjà son big band de jazz et orchestre avant de commencer à composer pour James Bond, et très clairement on sent qu'il a transformé le thème à la base un peu basique de Norman, dans son style à lui mélangeant jazz, rock et orchestral qu'on pourrait apparemment appeler de string beat. Ce qui est maintenant devenu complètement indissociable du style bondien. Mais ce qui va faire la différence, c'est surtout l'omniprésence des cuivres. Certes, ils sont calmes au début, marquant seulement le rythme en contretemps, laissant le temps à l'orchestre de mettre une ambiance cool, mais pas trop sereine non plus. Et déjà, on sent qu'ils mettent un petit peu la pression. La guitare vient rajouter du cool, mais avec un son sec et agressif sur une base rythmique assez simple. Mais tout ça, c'était un avant-goût, et si les cuivres se contentaient de mettre des coups de pression avant, c'est une fois que la guitare a fini que tout explose. Et là, tout change, et John Barry, il va à fond dans son style. La base rythmique change pour devenir swing, qui rend le morceau beaucoup plus dansant et fait comprendre que c'est James Bond qui prend vraiment les choses en main. Et maintenant, c'est les cuivres qui font tout. Mélodie, basse, contre-mélodie. Il n'y a que la batterie et surtout la caisse claire pour tirer son épingle du jeu. Et c'est normal, c'est eux les éléments les plus dynamiques dans le sens où ils sont très forts, donc à volume très haut, mais sur un temps très court. Ouais bon, donc en gros, pour résumer vaguement, ce qui caractérise la musique de James Bond, c'est la mélodie, merci Captain Obvious, le style jazzy orchestral saupoudré d'un brin de rock, et énormément de cuivre joué à haute intensité, à haut volume. Et mine de rien, oui, ça colle parfaitement à 007. Il est flamboyant et ne se retient pas, il est too much et clairement pas fait pour ressembler à un humain réel, normal, tout est trop chez lui, même si la formule finira par évoluer avec le temps. Et c'est une grande réussite. Le thème est tellement bon qu'il est rajouté à plein de moments différents du film, alors que ce n'était pas prévu au départ, ni réellement approprié. Après un tel succès pour le premier film, John Barry est donc rappelé pour composer la musique du deuxième James Bond et bien d'autres ensuite. Il reste encore aujourd'hui celui qui a participé le plus à la bande sonore d'un 007. Avant GoldenEye, c'est lui pour 12 films sur 16. Donc son style a bien eu le temps de s'imprimer dans l'imaginaire collectif comme le style James Bond.
je trouve que c'est un bien pour un mal, car pendant cette période, on note très peu d'évolution dans la trame sonore de la saga. Comme si elle était bien dans ses pantoufles et qu'elle ne voulait jamais changer. Même un peu. Alors oui, mais d'un autre côté, c'est normal. Il faut pas oublier que la saga James Bond, c'est une formule qui se répète sans cesse. Et si on sort un peu trop des codes, eh ben c'est plus vraiment un James Bond en fait. Et on a vu qu'est-ce que ça a donné avec le premier de Daniel Craig, qui était plus considéré comme un Jason Bourne que comme un 007. Et les producteurs faisaient appel à John Barry, pour faire du John Barry. Et c'est ça qui marchait, ça marchait du tonnerre. C'est ce que le public voulait, c'est ce que les producteurs voulaient, et ça marchait. Oui, d'accord, mais à force de trop se reposer sur les mêmes codes, je trouve pas mal de ces bandes sonores assez répétitives. Il faisait souvent le minimum syndical avec une seule musique d'action répétée plusieurs fois dans le même film, comme s'il faisait juste un leitmotiv sans même avoir vu le long métrage. Mais comme tu l'as dit Cédric, oui, les producteurs voulaient ça, et rien d'autre. Par exemple, il y a un film où John Barry a fait quelques propositions intéressantes. Et c'est au service secret de Sa Majesté. On a des mélodies assez inhabituelles dans la saga qui tranchent bien avec le changement d'interprète. Mais ça fonctionne du tonnerre. Mais lors du climax, tu sais pas pourquoi, ils te foutent le thème de James Bond tel quel sans aucune modification ni variation. Ce qui, je trouve, dénote avec le reste du film. Mais bon, c'est le cahier des charges. Il faut forcément placer le thème quelque part, même si paradoxalement, il ne semble pas avoir sa place dans ce genre d'histoire. Putain, mais avoir placé le thème à ce moment-là, c'est vraiment un crime. Du coup, vous vous doutez bien que lorsque d'autres compositeurs s'aventureront dans la saga, ce sera forcément plus tendu. Surtout pour ceux qui vont tenter d'explorer ailleurs. Alors oui, parce que comme on l'a dit, John Barry n'a fait que 12 des 16 films avant GoldenEye. D'autres personnes ont apporté leur pierre à l'édifice pour des résultats aléatoires, disons. Et si George Martin et Michael Kamen resteront proches du style de Barry, en apportant quelques légères variations, évidemment, Marvin Hamlisch et Bill Conti vont partir ailleurs pour des résultats particuliers. Et si Bill Conti, ça passe encore, bien que ce soit plus rythmé, synthétique et novateur, pour Hamlisch, on se retrouve avec un score bien trop ringard, comme s'il avait Bee Geesé le thème pour le rendre disco, quoi. Ouais, non, je suis pas fan de ces deux-là. Ah bah tu vois, moi c'est l'inverse. J'adore la bande sonore de Marvin Hamlisch et Bill Conti. Oui, celle d'Hamlisch a clairement vieilli, mais elle apporte une dynamique particulière et vraiment neuve à la saga. La séquence de ski, c'est clairement une de mes musiques préférées. Mais là encore, comme avec John Barry, il faut respecter le cahier des charges. Donc on te fout encore le thème sans modification et de façon complètement aléatoire lors du climax. Alors qu'on sentait très bien qu'il ne devait pas être là. Oh putain la coupe. À ce niveau-là, on frise un peu l'amateurisme, hein. Et pour Bill Conti, ce que j'adore, c'est que dès le gun barrel, tu sens que ça va péter, quoi. Je trouve que ces musiques d'action sont particulièrement réussies. Elles ont un punch et une énergie vraiment communicative,
tout en gardant l'esprit de la saga un minimum. Et Bill Conti fait quand même des tentatives hors des normes de la saga. Mais elles sont quand même assez rares. Parce que la saga a des codes et que Bill Conti s'est senti prisonnier de ce style. Ce qui est un peu triste car le compositeur s'était lassé de composer pour la saga Rocky pour les mêmes raisons. On lui disait de faire toujours la même chose parce que c'était Rocky. Je vous laisse imaginer son désarroi quand il a tenté d'expérimenter les choses pour James Bond, mais qu'il s'est rendu compte que les codes de la licence étaient si fortes que faire autre chose serait trop détonnant. I was restricted. They said, use a stem when it goes into action. But we made a couple of experiments to try to do something different. In one scene we thought, wouldn't it be neat if it was a country western type of thing? So I did that and we all looked at each other after it was over, after the cue was over, and said, oh no, we can't do that. The producers said, thank you Bill for trying, but no, James has got to have the other kind of music. Donc, même si d'autres compositeurs ont essayé, on sent que ce ne sera pas le même accueil qu'avec John Barry, qui lui a vraiment défini ce qui fait une musique de James Bond. Et donc, aller ailleurs se révèle casse-gueule. Et c'est là qu'on en arrive à GoldenEye. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo GoldenEye avec Timothy Dalton. Après Permis de tuer en 1989, la saga doit faire face à une longue absence de 6 ans, la fin de la guerre froide et un besoin de se renouveler. Et tout ça pour ne pas paraître trop obsolète auprès du public. You were expecting someone else? Bon, déjà, il n'y a pas Timothy Dalton, c'est déjà un gros défaut du film. Les acteurs de M, Moneypenny et 007 changent, mais les mœurs aussi changent. Et là où il a pu être le symbole d'une nouvelle virilité dans les années 60, aujourd'hui il est plutôt le totem d'un passéisme et d'un patriarcat coercitif. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. Bref, nouvelle donne, il faut s'adapter. Et c'est là que le fait que James Bond soit une saga de producteurs et non de réalisateurs devient intéressant. John Barry est définitivement parti, Michael Kamen n'a pas vraiment convaincu sur le film d'avant, il faut que les choses changent et que ça s'entende. Et ça tombe bien, il y a un Frenchie dont le taf sur Léon, il a bien plu aux producteurs. Eric Serra. Et là on arrive à la partie la plus tendue. Avant GoldenEye, ce musicien était essentiellement connu pour être le compositeur attitré de Luc Besson, ayant participé à tous ses films. Le mec ne s'était d'ailleurs jamais aventuré autre part que dans une production de Besson, dans ses bandes sonores de films. Il obtient des Césars et des victoires de la musique pour Subway en 85, mais surtout pour Le Grand Bleu en 88, dont la musique a un succès monumental, en France et à l'international. Mais qui a dû être changé pour les USA. Apparemment, le style de Serra leur a pas trop plu, et coïncidence rigolote, ou pas, c'est Bill Conti qui s'est occupé du rescore pour un résultat correct mais moins marquant. Et déjà, c'est pas super bien parti, parce qu'on a un compositeur qui a travaillé que pour un réalisateur, à peu près, et dont le style a pas trop plu aux anglophones. Mais peu importe ce qu'on pense de son style, ça reste un compositeur reconnu, son travail s'étend à l'international, et son taf sur le film Léon l'année d'avant GoldenEye a tellement impressionné les producteurs de Bond qu'ils le voudront absolument pour ce film. Mais du coup, c'est quoi le style Serra? Qu'est-ce qui le rend si atypique dans une saga comme James Bond? En termes de musique de film, Eric Serra est certes autodidacte, mais possède une bonne base qu'on peut appeler industrielle. De la musique essentiellement synthétique avec des samples que l'on entend surtout dans une base rythmique.
C'est quelque chose qu'on retrouve partout aujourd'hui, mais à l'époque, le synthétique s'entendait surtout avec des boîtes à rythme beaucoup plus propres et des sons de synthétiseurs. Et chez Serra, cette rythmique synthé est aussi très diffuse. Elle a un côté lointain avec beaucoup de reverb et ça s'entend très bien sur le fameux bruit de GoldenEye. Qui est peut-être le son le plus représentatif et du film et des jeux GoldenEye. Ouais, alors ça c'est assez paradoxal. On identifie ce son comme étant celui de GoldenEye, alors que Serra l'avait déjà fait avant. On avait une première ébauche dans Le Grand Bleu. Avant de devenir le son que l'on connaît dans Léon. Et ce côté diffus de la rythmique fait que, étonnamment, la musique de Serra mise surtout sur l'ambiance. Ça a un côté froid et déshumanisé qui va très bien dans les films d'action de Besson. Dans Léon, ça match parfaitement car le mode de vie de ce tueur à gages le rend froid et limite inhumain. Et dans Le Grand Bleu, l'ambiance réverb colle très bien au monde sous-marin, comme si c'était suspendu dans le temps. C'est assez envoûtant. Qui dit simple et musique électronique dit évidemment synthétiseur, et la musique d'Eric Serra en est blindée. Que ce soit pour la ligne mélodique ou pour le côté ambiance, que ce soit pour le meilleur son comme pour le plus kitsch. Ça lui permet de faire le plus gros de la musique lui-même sans avoir enregistré un orchestre, loué un studio, etc., etc. Mais clairement, le lyrique et le classique, c'est pas ses forces. Et c'est pour ça qu'il fait souvent appel à un orchestrateur pour gérer tout ça ou les instruments qu'il ne joue pas lui-même ou samplés. Il a notamment beaucoup travaillé avec John Altman dans ce domaine, et coincer ce nom quelque part dans votre cerveau, ça va servir plus tard. Après, il y a autre chose qui marque dans ces musiques, les chants ou instruments ethniques. Parce que même si ça revient assez souvent, c'est par touches assez courtes. Un petit bout d'instrument par-ci, un chant ou un petit bout de voix par-là. Alors oui, ça en fait pas son style, mais ça revient très régulièrement. Clairement. Donc pour résumer, on a une musique plus pop-rock avec des instruments associés, un style également très industriel et synthétique, un travail principalement par l'ambiance et donc moins de mélodies pures, des touches régulières mais sporadiques d'éléments ethniques, et il fait appel à des orchestrateurs pour ce qu'il ne fait pas lui-même. Et c'est donc avec tous ces éléments et ce style que les producteurs le voudront pour GoldenEye. Alors Serra refuse dans un premier temps. Il est pas con, il avait très bien vu que son style et celui des Bond étaient très différents. Mais les producteurs réussissent à le convaincre et lui donnent incroyable mais vrai, carte blanche. On est fan, on veut ta musique, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Juste si tu peux utiliser quand même le thème de James Bond 4-5 fois dans le film. C'était le film du changement dans la franchise. Et les producteurs avaient adoré la musique de Léon. Elle servira d'ailleurs de musique temporaire pour le montage. Chose qui, attention, se fait beaucoup, ce n'est pas propre qu'à ce film. C'est-à-dire mettre une musique temporaire pour aider le monteur à mieux se caler rythmiquement. It's too easy. Half of everything is luck, James. And the other half? Fate. Et rien que là, il y a un problème parce qu'au final, cette carte blanche va devenir très vicieuse. À première vue, ça devrait être le saint graal d'avoir tellement de liberté pour un artiste. Sauf que le cinéma, c'est un art collectif et il faudrait pas avoir l'impression de manquer de communication. Surtout avec le réalisateur. Parce que bon, on est tous d'accord que la cohérence, c'est important dans un film. Donc faut bien accorder nos violons à un moment donné, parce que sinon, on y va à l'aveugle, et puis YOLO, advienne que pourra, quoi. Imaginez, c'est comme si Anto et moi, on s'était mis d'accord sur la vidéo, et que lui, il a fait, comme d'habitude, sérieusement, et que moi, je commençais à faire des blagues, à partir dans tous les sens, et dans mes délires de multivers, etc., à m'auto-référencer avec des private jokes, alors que, personne connaît ma chaîne, parce que je suis toujours à moins de 200 abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. The fuck? Donc vu que Serra a carte blanche, il fait ce qui semblait logique. Une bande sonore à sa sauce. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il fait. On l'a engagé précisément pour ça après tout.
On est donc dans un film d'espionnage sur fond de fin de guerre froide. Ambiance labo, entrepôt, tech. Et dès le pré-générique, le ton est donné. Il joue essentiellement sur l'ambiance froide, industrielle et déshumanisante, et les synthés sont parfaits pour ça. On a pas mal de réverbérations qui marchent dans cette optique de grand hangar militaire, et je trouve ça cool. Le thème de 007 est également complètement là. Même si oui, les instruments sont moins vivants que d'habitude, mais ils restent présents. Alors oui, c'est étonnant, mais ça déshumanise énormément cette partie, étant donné que les violons sont plutôt les instruments du cœur et des sentiments, et les cuivres étant extrêmement expressifs. Et les fameux cuivres tonitruants sont toujours présents, mais cette fois samplés dans le plus pur style de Serra qui, je le reconnais, peut sonner très kitsch. Et pour tous ceux qui peuvent détester le travail de Serra, dites-vous que c'est un être humain comme un autre. Et donc, après s'être occupé de l'ambiance et du remix de 007 dans la scène pré-générique, il a quand même pris la peine de demander une séance avec les producteurs, le réalisateur et le monteur pour prendre un peu la température, voir un peu les retours et les réactions. Parce que bon, ok, la carte blanche, mais il ne faudrait pas faire n'importe quoi non plus. Eric Serra expliquera plus tard son écœurement ce jour-là. Presque tout le monde s'en battait les couilles. Le réalisateur ne faisait que s'extasier avec le monteur sur les images, et oui c'est important, on va pas le nier, mais là les gars vous êtes pas là pour ça. Et les producteurs étaient fidèles à eux-mêmes. Ils se sont retournés comme s'ils disaient Great, Eric, it's great, keep going this way, we love it. Là je me suis rendu compte que ouais, ils étaient vraiment fans et qu'en fait ils avaient zéro jugement, ils m'avaient confié le truc. En tant que musicien, je vois parfaitement ça comme la première fois que tu essayes de faire écouter tes musiques à ta famille. Clairement, en général, ils ont pas envie. La plupart continuent leur conversation, et si jamais t'as le malheur de faire les gros yeux, on te répond en soufflant « Oh, mais c'est bon, j'écoute, hein !» Et à la fin, t'as tout le monde qui te dit d'un air un peu poli « Super, hein !» Comme si tu leur avais fait un collier de pâtes pendant le CP. Arrêtez de faire ça. Vraiment. Et c'est pas pour faire la morale aux uns ou aux autres, je mets juste en lumière que ça ne sert à rien de faire écouter des gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la capacité d'écouter activement. Parce qu'ils ont pas vraiment écouté. Tu le sais, tu l'as vu. C'est pas grave. Tu sais juste que ça ne sert à rien, à part pour le plaisir de leur faire écouter, mais tu n'auras pas de critique constructive. Tout en étant extrêmement insultant au passage, parce que putain, c'est pas compliqué de te concentrer 5 minutes, on le fait toute la journée. Donc à un moment donné, soit tu écoutes vraiment, soit tu me dis j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, parce que faire semblant, vraiment c'est pire que tout. Bref, ce que je veux dire c'est que sans en avoir l'air, la séance est une catastrophe. Et pas parce qu'ils ont pas aimé, mais juste parce que tout le monde s'en bat les couilles. Et Serra n'a absolument aucune idée de s'il va dans la bonne direction. Il est comme un aveugle qui demande son chemin et il répond c'est par là. Donc Serra était complètement en roue libre, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Ah non! Règle numéro 1 de GoldenEye, on ne parle pas de cette musique. Attends, non, t'as pas compris. J'ai dû la réécouter plusieurs fois pour faire ta vidéo à la con là. Donc je vais pas me gêner. Mais je sais déjà ce que tu vas dire. Oui, cette musique peut avoir un côté film porno des années 80 si on veut être mauvaise langue. Voire même la musique pour une course de Mario Kart. Mais je me mets à la place du compositeur. C'est une scène terriblement compliquée à composer. Parce qu'elle fait intervenir plein de sentiments difficiles à faire cohabiter à la fois. Le danger, le flirt, l'ego, le challenge, l'action, l'humour, la séduction, même encore le jeu. Et ce, tout en étant dans une scène avec beaucoup de sound design, puisque le bruit des moteurs doit passer en premier. Et il y a pas mal de parties où la musique est en parfaite osmose avec ce qui se passe à l'écran. Et je trouve que ça devient vraiment pas mal quand l'une des voitures perd le contrôle. Là on a les violons qui arrivent et ça se mélange bien au reste. Ça prend de l'ampleur, le sérieux est là, et l'ambiance colle. Personnellement je ne vois pas une autre musique que celle-ci pour cette scène. Et j'ai vu beaucoup de rescores sur YouTube, et je trouve qu'aucune n'allait. Ce qui montre que le passage est quand même compliqué à faire coller musicalement. Alors, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais non, c'est de la merde. Je vois qu'est-ce qu'il a voulu faire, je comprends les tensions qu'il a eues derrière. Mais dans les faits, ça marche pas.
En dehors du fait que la musique soit hors sujet parce que la scène est trop dangereuse pour être si légère, dans un décor trop naturel pour être aussi synthétique et trop flegme distingué pour être aussi beauf, cette musique, personnellement, je la vois dans une salle d'arcade où il y a deux ados qui se cherchent sur une borne rétro. C'est surtout musicalement que ça coince, entre les sonorités de la rythmique et les accents de synthé placés très bizarrement, et ce putain de synthé absolument dégueulasse. Non seulement c'est un des pires sons de synthage que j'ai jamais entendu de ma vie, mais en plus sa reprise enjouée du thème de James Bond marche pas du tout. Y a rien qui va, c'est mou au possible, ça a pas de corps, ça a pas d'impact, et ça se mélange pas du tout au reste du score. C'est dégueulasse, j'en peux plus, j'en fais encore des cauchemars. Je bosse et j'ai le synthé de merde qui pop dans ma tête, c'est insupportable. Qu'est-ce qui a pu se passer pour en arriver là? Est-ce que dans un accès de rage après la séance, Serra il a pété un câble en mode tiens, pour toi cette merde, tu vas voir. Et le pire, c'est que même dans la seconde partie où, oui, ça s'améliore, il te remet ce putain de synthé à la con, putain! Tu vois, tu pouvais commencer par une mauvaise blague et bing, te retourner dans une deuxième partie pour la classe. Mais non, le mec il signe, il re-signe jusqu'au bout, putain quoi. Bah, il aurait peut-être fallu que quelqu'un fasse un brief. Par exemple, expliquer ce qu'on devait ressentir en premier sur la scène, ou prévenir que ça partait sur une potentielle mauvaise idée. Alors oui, mais pour ça il aurait fallu que quelqu'un en ait quelque chose à foutre et communique. Notamment, je sais pas, le réalisateur dont c'est le taf de superviser et de faire en sorte que les choses soient cohérentes, je sais pas, même si ça n'écusera jamais, jamais, jamais le synthé de merde. Jamais. Mais ta gueule! Je pense que c'est bon, on a compris. Mais tu ne peux pas dire que la BO est mauvaise juste pour une musique. Parce que Serra n'avait pas carte blanche uniquement dans ses compositions, mais également dans le placement ou non des musiques. Donc les silences, c'est lui qui les a choisis. Il fait limite de la mise en scène à ce stade et à plein de moments je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Le combat au corps à corps entre James et Alex sans musique, parfait. Bande de quai cerné par les militaires sans musique aussi, parfait également. Alors oui, il y a des moments où les fans auraient préféré de la musique pour accompagner, notamment ce passage où je suis sûr que vous vouliez tout ça. Enfin non, plutôt ça. Mais ne pas mettre de musique du tout est quand même très pertinent au sein de l'ambiance plus terre-à-terre qu'essaye d'instaurer GoldenEye. Car ce qu'on retient surtout dans ce long métrage, ce sont ces musiques d'ambiance. On a déjà parlé de celle du pré-générique, mais il y en a bien d'autres qui donnent une atmosphère absolument unique au film. Quand on l'écoute, on sait directement qu'on est dans GoldenEye. Même la présence des chants ethniques propres à Serra et complètement absente de la saga avant, bah ce n'est pas réellement choquant et ça colle bien à l'aspect glaçant de certaines scènes. Alors oui, c'est vrai, les musiques d'ambiance marchent. Mais les musiques d'action... Le souci, c'est qu'elles décollent jamais, et ce qui est un comble pour une séquence d'action. On reste sur les mêmes sonorités, même mixage, même rythme, même mélodie, et ce qui marche sur l'infiltration, bah vous comprendrez bien que c'est mal adapté à l'action. Individuellement, ça serait pas un problème. Même sonorité mais changer de rythme, on peut ajouter de la lourdeur, ajouter de la dynamique, avoir des instruments ou des moments calmes qui côtoient des moments ou des instruments beaucoup plus forts, et c'est jamais le cas dans GoldenEye. Et c'est aussi le rythme quand on a trop de synthé. La musique électronique, elle permet une grande liberté sur la création d'un son qu'on ne peut pas avoir sur un instrument réel, particulièrement sur un synthétiseur. En revanche, on leur reprochera souvent, comme à la musique électro, le manque de dynamique. Et autant c'est moins problématique sur les passages de discrétion, autant ça manque vraiment sur les passages d'action. Par exemple, les samples de cuivre devraient péter les tympans de tout le monde, comme sur le thème classique. Mais on le remarque à peine au final dans GoldenEye. Oui mais bon, Serra il a été fidèle à lui-même sur ce coup-là. On lui a demandé de faire comme avec Léon, et il a fait comme avec Léon. Je trouve pas qu'il y ait vraiment une dissonance entre les deux. Ah bah du coup j'imagine que les producteurs ont dû être aux anges, non? Et ont totalement validé son travail.
Non. Oh là, bah... Oh, c'est très l'étonnement. Ouais, les producteurs et réalisateurs se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout. Beaucoup de musique pose problème selon eux. Mais Serra, lui, il refuse de les modifier. Car il y a passé un temps considérable et qu'il semblait avoir l'accord de toute l'équipe. Et je peux parfaitement le comprendre dans cette situation. Imagine, tu fais un devoir de classe, ton sujet, il n'y a rien d'écrit. Tu demandes des précisions au prof et il te répond avec un grand sourire, carte blanche. Ok, donc, tu fais un sujet que tu maîtrises bien, tu fais ton plan, et puis tu le montres aux personnes qui ont écrit les sujets et qui corrigent les copies pour savoir si tu ne pars pas dans une mauvaise direction. Et là, limite, il se cure le nez en disant « Ouais, carte blanche, carte blanche. » Ok, donc, tu fais ton devoir sérieusement en utilisant bien tous tes atouts, et là, à 5 minutes de la fin, au moment d'écrire ta conclusion, t'as un surveillant qui arrive et qui te dit « Bah, ça va pas du tout, il faut tout refaire là !» Donc oui, je peux comprendre qu'on reproche à Serra de ne pas s'être montré pro dans cette histoire. Mais sincèrement, mettez-vous à sa place 2 minutes. En plus, tout ça pour qu'au final, les producteurs reprochent à la musique de ne pas être assez bandienne. Donc, ils sont allés chercher un mec dont c'est pas la spécialité, qui a refusé une première fois, en louant son travail précédent, en utilisant le dit travail précédent comme musique temporaire pour monter le film, ils lui donnent carte blanche, plus d'une fois, sans jamais vérifier, et bim, à la fin, c'est pas assez comme l'original. Ma question, du coup, c'est... Ils s'attendaient à quoi, en fait ? Et c'est là qu'on arrive au massacre, au point où c'est limite un miracle que la bande sonore tienne encore debout, parce que là... Serra ne voulant pas refaire la musique et la date de sortie approchant à grands pas, les producteurs vont tout faire pour gommer ce qui ne leur plaît pas. C'est ainsi que 3 compositions de Serra vont passer à la trappe. D'abord, la scène du stylo. Et là, je dois avouer qu'ils ont bien fait de la modifier. Dans la version cinéma, ils ont mis à la place la musique d'ambiance qui servait pour la scène du train en milieu de film. Et je dois avouer que ça colle très bien pour ce passage, la musique étant vraiment efficace pour créer du suspense et de la tension. Tandis que la musique originale de Serra donne l'impression de s'emballer de façon un peu burlesque, comme si la scène était légère, voire comique. Ouais, non, là c'est clairement une catastrophe. Un point pour les producteurs donc. Ensuite, on a la scène de gunfight entre Alec et James pendant le climax. Cette fois, ils ont mis à la place la musique d'évasion de James et Natalia au milieu du film. Et ça va, ça choque pas. C'est une musique suffisamment générique pour coller à d'autres moments, donc pourquoi pas. Mais voici ce qu'on aurait dû entendre à la place. Finalement, on perd pas trop au change. Le problème restant la dynamique sur les deux. Dans tous les cas, ça s'emballe jamais. Eh bien moi, contrairement à la première, je suis plus partagé sur ce changement-là. Oui, la version cinéma passe bien, même si je n'ai jamais compris pourquoi on entendait les violons à ce moment-là de la scène. Clairement la preuve que la musique n'a pas été écrite pour ce passage. Parce que Serra, c'est quelqu'un qui synchronise parfaitement sa musique pour qu'elle colle au montage. Donc quand quelque chose se passe à l'écran, la musique l'illustre également.
Et surtout, ce changement fait qu'on perd une intention de base de Serra que je trouve intéressante. C'est-à-dire garder quasiment la même structure musicale que le pré-générique, mais avec quelques variations pour signifier la différence entre les deux séquences. Dans la première, James et Alex sont amis. Set time is 6 minutes. 6 minutes, check. Et dans la seconde, ils sont ennemis. Voilà, en vrai, les deux collent bien, donc ça ne me choque pas. Mais bon, du coup, je comprends pas pourquoi on l'a jarté. Mais le plus gros morceau, bien connu des fans, c'est bien sûr la musique de la scène du tank. Donc on a le réalisateur et les producteurs qui détestent la musique du tank. Mais ils sont quand même bien embêtés. Parce qu'autant remplacer des musiques pour des passages assez courts, ça pouvait passer. Seulement la scène du tank, c'est la scène clé du film et en plus, elle dure 5 minutes. Difficile donc de la remplacer par une composition déjà existante de Serra. Donc à seulement quelques jours de la sortie du film, les producteurs demandent à John Altman de refaire la musique du tank. Oui, vous le savez, John Altman, orchestrateur de Serra, je vous avais dit qu'il reviendrait. Parce qu'on fait que parler de musique électro depuis tout à l'heure, mais des musiques orchestrales, il y en a dans le film, composées par Serra et orchestrées par John Altman. J'imagine tellement les producteurs arriver comme deux addicts en plein syndrome de manque. James Bond, une petite James Bond, s'il te plaît. Et rien que ça, déjà, ça serait plus d'infos qu'ait jamais eu Serra. Du coup, c'est la course contre la montre, mais ça va. Altman reprendra la musique originale telle qu'elle, et brodera avec du suspense pas très inspiré. Et malgré la manière, ici je trouve que c'était vraiment une bonne chose. Parce que quand tu te balades dans un putain de tank en plein Saint-Pétersbourg, avec toute la casse qui va avec, faut que la musique elle envoie quoi, faut que ça pète un peu, de la dynamique. Et puis le thème 007 quoi. Il reste jouissif dans tous les cas, et encore plus à ce moment précis, parce qu'on en a été privé jusque-là. Donc le faire éclater ici, à ce moment précis, ça marche encore plus. Ouais mais, justement, est-ce que c'était vraiment pertinent de foutre le thème comme ça, alors que l'ambiance sonore générale ne s'y prêtait pas? Dès qu'on a la musique de John Altman, on a l'impression de changer de film. Ça détonne bien trop du reste et ça rend cette séquence trop en décalage. Quand tu as tout le long des musiques de ce genre, et que d'un coup tu te tapes ça, ouais, c'est assez choquant. Alors, je fais sûrement partie d'une minorité, mais moi je préfère largement la version de Serra. Même si oui, il y a des moments un peu déroutants dans cette piste-là. Mais je trouve qu'elle apporte paradoxalement plus de punch à la scène, et qu'elle est bien plus cohérente par rapport au reste du film. Il y a des passages que je trouve assez mous dans la version cinéma, mais la version de Serra, je sais pas, en particulier ce moment-là, je m'éclate beaucoup plus dessus et je rentre bien plus facilement dedans. Et pareil, la musique est parfaitement calée au montage. Il y a des variations vraiment intéressantes qui rendent cette piste très riche. Et, encore une fois, le thème de 007 est quand même présent, bordel. Oui, ce ne sont pas les cuivres pachydermiques de John Barry, mais bon, le cahier des charges, il est respecté. Ouais, mais clairement à ce moment-là, le divorce était prononcé entre Serra et tous les autres à peu près. Ce qui fait que, cahier des charges rempli ou pas,
ça changeait rien à ce niveau-là. Je n'ose imaginer la gueule décomposée d'Eric Serra quand il a appris qu'on a recomposé la musique du Tank. Moi non plus. D'ailleurs, Eric Serra en aura longtemps voulu à John Altman vu qu'ils travailleront plus ensemble par la suite. Mais bon, quand même chapeau à Altman qui avait rien demandé à personne et qui a quand même répondu aux attentes des producteurs en si peu de temps. Alors c'est vrai, c'est pas ouf, mais en même temps difficile de faire mieux en moins d'une semaine. À tel point d'ailleurs qu'on lui aurait même dit: si j'avais su que tu étais aussi rapide, je t'aurais demandé de refaire carrément toute la bande sonore. Les fils de pute! Putain, mais c'est vous qui vouliez faire quelque chose de différent à la base! Vous vous souvenez? Si vous vouliez faire du monde classique sans prise de risque, ben fallait le dire avant au lieu de dire carte blanche comme des cons! Ce qui fait que, bon, on a 3 musiques qui ont sauté, dont une qui a été recomposée par quelqu'un d'autre, mais il y avait tout le reste de la composition. Et ça, les producteurs, ils assumaient plus trop à ce moment-là. La solution? C'est simple, saloper le mixage, je vois que ça. Et aussi couper au plus possible le travail de Serra. Oui, à ce niveau, c'est du sabotage. De ton propre film. Un truc parfois difficile à entendre mais qui m'a vraiment sauté aux oreilles, surtout que pour préparer la vidéo on a écouté la BO avant de regarder le film, la musique a été beaucoup coupée. Encore une fois, Serra a fait une musique qui travaille l'ambiance, elle devait être très souvent présente pour lui. Et je sais pas si c'est par volonté de réalisation, auquel cas il aurait fallu en parler, je sais pas, ou si c'est pour effacer le taf de Serra, mais dès la frame où la musique n'est plus nécessaire, la musique est coupée. Au départ, j'ai cru que le silence du film, c'était pour signifier l'approche réaliste, montrer la dangerosité du milieu et de la vie de James Bond. Et ça marche aussi, et très bien même. Mais j'entends que la musique est pas prévue comme ça, et c'est évident. Et si encore c'était le pire, mais même au niveau du volume, on a l'impression qu'on a mis le son de la musique le plus bas possible, quoi. Putain, mais on entend à peine la musique. Ça ne génère absolument rien chez spectateurs. Alors que le mixage aurait dû accorder plus d'importance à la bande sonore pour qu'elle ait un réel impact. Et ben voilà, là ça accroche bien plus quand même. Après, je sais pas si c'est la faute de Serra ou du mixeur, mais entre ça et la BO qui est trop compressée, ça en ressort que la musique est un peu étouffée, on a du mal à l'entendre. Il n'y a jamais de variation de volume, tout est tout le temps au même niveau, ou presque, et du coup rien ne ressort réellement. Ben ça sonne monotone, voire même mou, et c'est étrange parce que la musique de Léon est très similaire à GoldenEye, mais n'a pas du tout ce problème. Donc je pense plus pour la faute du mixeur, donc si les choses étaient plus proches de ses intentions de départ, on n'aurait pas ça. James? For England. For England, Alec. Mais ça. James? For England. For England, Alec.
Mais bon, bien évidemment, le but n'était pas que la musique soutienne le film. Non, oh là là. Il fallait l'étouffer à tout prix, c'est ça le plus important. Eric Serra était d'ailleurs bien vénère lors de la projection en salle avec toute l'équipe, pas seulement parce qu'on a recomposé la musique du tank, mais aussi parce qu'il trouvait le mixage absolument horrible. Il faut dire que Serra n'avait bossé jusqu'alors qu'avec Luc Besson, et ce dernier du genre à privilégier la musique plutôt que les bruitages. Elle doit être au premier plan, et non l'inverse. Et pour GoldenEye, c'était clairement pas le cas. Il s'est juste enfoncé dans son fauteuil en ayant l'impression qu'on a salopé son boulot. Aujourd'hui, avec le recul, je suis extrêmement fier de faire partie de la légende de James Bond. Alors oui, il dit en interview qu'il garde un bon souvenir de cette expérience. Mais je pense que c'est vraiment juste pour faire bonne figure. Et qu'au fond de lui, il est encore dégoûté. Et ça se comprend, parce qu'on a clairement eu affaire à un sabordage. Et pourtant, malgré tout ça, le film GoldenEye, ça reste un des plus vus de la licence. Malgré tout ça, le côté silencieux du film marche dans le réalisme froid. Malgré tout ça, l'ambiance d'infiltration industrielle marche. Malgré tout ça, le thème de 007 qui a été composé 3 jours avant la sortie du film marche. Malgré tout ça, encore une fois, le combat fratricide sans musique à la fin marche et c'est tendu au max. Et à ce niveau-là, c'est un miracle en soi. La musique de ce film ne correspond à la volonté de personne. Aucune personne ayant travaillé de près ou de loin à la musique n'est content du résultat final. Et il reste un des plus gros succès de la saga, un des préférés des fans même. Peu importe ce que vous pensez de la musique, que vous l'aimiez ou non, le résultat, c'est ça. Mais clairement, l'expérience musicale GoldenEye a laissé des traces au sein de la saga, et pas forcément pour le meilleur. Il y a clairement un avant et un après Serra. Parce que même si les producteurs ont toujours été frileux du changement pour la musique comme je l'ai dit plus tôt, eh bien là, depuis GoldenEye, ils sont devenus définitivement fermés. David Arnold prendra le relais ensuite pour 5 films, et il fera du John Barry, au point même d'être considéré par les fans comme le digne successeur du compositeur phare de 007. Voilà, c'est pas compliqué, ça c'est le James Bond qu'on aime. Ouais, mais aucune prise de risque. Et les rares fois où David Arnold tentera quelque chose d'un peu différent, ce sera à chaque fois gommé du montage final. Sans qu'on s'en rende compte, la saga s'est de plus en plus enfermée musicalement. Et ce sera encore pire avec l'ère Daniel Craig. Sincèrement, à part le thème de Vesper dans Casino Royale et une ou deux musiques d'action, je n'ai strictement rien retenu des musiques avec Daniel Craig. Très souvent, je m'écoute en boucle pas mal d'OST de la saga, mais ça n'arrive jamais pour les derniers films. Et pour moi, le point de non-retour, il a été franchi avec le dernier film, Mourir peut attendre. Quand j'ai su que c'était Hans Zimmer qui allait composer la musique d'un James Bond, je peux vous dire que j'étais vraiment aux anges, quoi. Et au final, tout ça pourquoi ? Une musique lambda absolument pas intéressante, qui se contente de refaire du John Barry. Non mais littéralement, hein. Surtout qu'avant Zimmer, c'était un autre compositeur qui était prévu à la base. Dan Romer qui s'était occupé de la musique de Lucas. Mais il a fini par se faire virer pour les fameux différends artistiques que l'on connaît. C'est la première fois qu'un compositeur se retrouve écarté de la saga. Et quand on voit la bande sonore insipide qu'a fait Hans Zimmer, j'en viens sincèrement à me demander d'où ont pu venir les différents artistiques pour en arriver à quelque chose d'aussi basique au final. Et puis, tu repenses à GoldenEye et à tous les autres soucis autour de la musique dans la saga. Et là, tout devient limpide. Je suis persuadé que Dan Romer avait proposé quelque chose de trop différent, trop novateur au sein de la saga. Et les producteurs ne voulant pas revivre le cas d'Eric Serra, ils ont préféré le virer. Et c'est triste d'en arriver là quand même, mais même les producteurs ne chercheront plus réellement à révolutionner la saga ou même le genre. Le grand renouveau, c'est fini. Et là où c'était 007 qui guidait le cinéma d'action vers de nouvelles possibilités, imitées par les suivants, aujourd'hui il ne fait que suivre le sens du courant. Et j'ai envie de dire, c'est assez symptomatique de l'époque actuelle, ce lissage de la musique de 07 se ressent dans plein d'autres films en général.
Sincèrement, est-ce que vous avez retenu beaucoup de thèmes marquants ces 10 dernières années au cinéma? Ne répondez pas, c'est une question rhétorique et de toute façon il y a toujours des exceptions. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musiques de films ne font qu'accompagner le film au lieu de chercher à le sublimer en prenant le risque d'avoir des musiques marquantes. Elles se contentent souvent de combler du vide. Et malheureusement, même Eric Serra semble emprunter le même chemin. Sa carrière ayant chuté en même temps que celle de Luc Besson. Et si après GoldenEye, Serra continue à faire des propositions comme avec le 5e élément ou Jeanne d'Arc, les choses ont rapidement changé, avec des bandes sonores de moins en moins intéressantes, voire oubliables. Et lorsqu'il bossera sur des projets autres, ses musiques seront juste génériques, dans la masse. Comme s'il avait peur de revivre la même chose qu'avec GoldenEye, inconsciemment. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui il se fait plaisir en jouant la musique du Grand Bleu en concert. Une musique qui lui ressemble plus, qui lui parle plus. J'espère que tout ça va changer, car je préfère largement des compositeurs qui essayent, comme Emlich, Conti ou Serra, plutôt que de se contenter de faire la même chose encore et encore. Même après 60 ans. Le nouvel interprète arrive bientôt, et je prie pour que ce changement se fasse avant qu'il ne soit trop tard. Si ce n'est pas déjà fait.